Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de singes. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Anne et Laurent Chammassard pour nous présenter, parler autour de leur dernier livre, Libraires envolés, l'édition de la bibliothèque. Bonjour Anne et Laurent. Bonjour. Bonjour. Donc hier, on a présenté un petit peu la genèse donc de ce livre, et dans ce livre, je n'avais pas encore parlé, nous n'avons pas encore parlé des petites illustrations qui émaillent ce livre et qui sont de quelqu'un que l'on connaît, parce que je l'ai déjà reçu à l'émission, Véronique Oregan. Oui. Donc, c'est elle qui... C'est une idée comme... Enfin, Oui. Comment s'est fait la collaboration ? Véronique Oregan est une bonne amie à nous et il a été tout à fait spontané de s'adresser à elle pour illustrer ce texte. Oui, c'est-à-dire que aux éditions de la bibliothèque, c'est dans la tradition éditoriale d'avoir des textes donc qui sont déjà beaux, dans une facture, on en reparlera peut-être, mais du beau papier cousu, et avec des petites illustrations en noir et blanc qui émaillent le texte. Donc Jacques Damad, notre éditeur, nous a demandé si nous connaissions quelqu'un, et nous sommes naturellement tournés vers Véronique Oregan-Poulain, qui a son atelier à Becherel, et qui a fait des illustrations qui sont charmantes, et notamment une carte qui rend bien compte, je pense, de tout votre chemin. Oui, et de l'état d'esprit aussi de la route. Oui, alors j'ai trouvé ça plutôt effectivement comique. Quand elle a mis Pékin, elle a mis les anneaux olympiques. Et curieusement, c'est pas ce qui vous a motivé à aller à Pékin. Alors en fait non, bon c'est vrai qu'on n'était pas spécialement motivés pour aller aux Jeux Olympiques de Pékin et surtout pas pour participer en tant qu'athlète. Mais en fait l'histoire c'est que quand nous sommes partis de Bangkok, la démarche générale en laissant toute cette librairie avorter, donc en laissant tout ce stock qui finalement n'a jamais été utilisé, en s'envolant du projet, la démarche était de s'orienter vers l'ouest, puisque l'Asie du Sud-Est était géographiquement une sorte d'impasse ou de cul-de-sac. La démarche pour qui souhaitait avoir la terre devant soi toujours, c'était d'aller vers l'ouest. Donc, se diriger par la Chine de façon à avoir une dynamique qui, d'une manière générale, visait vers le Moyen-Orient. Les Jeux Olympiques de Pékin étaient en 2008 et quand nous nous sommes approchés de la frontière entre le Laos et la Chine, les Jeux Olympiques venaient de démarrer ou allaient démarrer dans très très peu de temps et la Chine avait mis en place toute une démarche de visa qu'il fallait justifier de manière assez serrée. Allait-on assister aux Jeux Olympiques ? Combien de temps allait-on rester ? Etc. etc. Ils délivraient des visas olympiques dans les ambassades, etc. Et nous autres, en tant que Français, nous avons eu des problèmes doubles, puisque à l'occasion du coup de projecteur sur Pékin, les Français, attachés à la liberté et aux droits de l'homme, comme on sait, on avait profité pour manifester donc, pour le Tibet, en faveur des peuples ouïghours et tibétains, pour dénoncer certains abus des droits de l'homme ou des libertés de certains peuples en Chine. Et Pékin avait très mal pris cet activisme de la part des Français. Donc, quand nous sommes arrivés à la frontière entre le Laos et la Chine, nous avons subi un poids administratif qui était renforcé du fait de notre nationalité. Oui. Et nous désirions... Des activistes en puissance, quoi. Potentiellement, bah oui. Parce que déjà, nous n'arrivons pas en avion. Que faisons-nous ? Où allons-nous ? Avec un sac sans beaucoup d'affaires, un projet flou, sortir où, etc. Bon, déjà pour avoir les visas, c'était toute une affaire. Et à la frontière même, on a bien cru qu'on n'allait pas passer. On a carrément eu un test de graphologie
pour bien voir que déjà nous écrivions vraiment le français de façon fluide, que nos signatures étaient bien les nôtres, etc. On a quand même réussi à passer et finalement, une fois arrivé en Chine, c'était une découverte merveilleuse. Parce que c'est un pays qui a une merveille en soi, même si bien évidemment il y a beaucoup de facettes, voilà, et qu'on ne peut pas vraiment réduire les choses à un seul point de vue. Et notre désir, c'était de nous approcher de Lhasa, d'aller au Tibet. Chose difficile, que nous savions plus ou moins impossible, mais nous finalement, tant qu'on n'a pas fait l'expérience par soi-même, on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Donc il a fallu que nous fassions cette expérience. Donc nous sommes quand même allés aux portes du Tibet et nous avons rencontré des Tibétains, nous avons pu goûter des prémices de ce pays interdit et d'ailleurs dévasté. Voilà. Et c'était notre approche de la Chine et nous ne sommes pas allés à Pékin où tous les... Ni au Tibet. Voilà. Oh, mais là, la porte était fermée. Voilà, la porte C'est était ça. fermée. Et à Pékin, parce que ce n'était pas du tout... C'est nous qui ne voulions pas franchir voilà. la porte. Voilà, nous ne voulions pas franchir cette porte qui était trop grande ouverte. D'accord. Donc, vous avez quitté Bangkok. Alors, vous avez dans les premières pages, parce que c'est quand je parlais de hier que ce livre pouvait aussi se lire comme un roman, c'est par les anecdotes que vous avez pu y mettre. Je me dis effectivement, on peut très bien trouver ça. Je suis pas sûre que dans un guide touristique, par exemple, on trouverait une définition du bori. Alors, ça intervient très vite au début de votre livre. Ça met tout de suite dans le bain. Donc, expliquez-nous ce qu'est un bori. Oui, alors un bori, alors c'est ni un terme thaï, ni un terme chinois, ni un terme olympique, ni un terme tibétain. C'est un terme qui réfère plus à l'Asie centrale. On commence là-dessus, on a souhaité commencer là-dessus parce qu'on a voulu chambouler l'ordre strictement chronologique qui règne un peu trop dans les récits de voyage classiques. Donc oui, le livre s'ouvre sur le bori. Voilà, le bori, c'est quelque chose, on ne sait pas trop, que nous avons en effet rencontré en Ouzbékistan. Qu'est-ce que c'est qu'un bori Ah, mais on ne va pas le dire, mais on ne sait pas si c'est un bori, une bori, du bori. Nous commençons par cette figure du bori. Effrayante, Je ne vais mais pas dire attirante. ce que c'est. Parce que nous-mêmes, nous ne le savions pas. On a dû donner quelques soums ouzbeks pour avoir le droit de voir dévoiler le bori qui était le gagne-pain d'un très pauvre ouzbek. On ne sait toujours pas ce que c'est Non, on ne sait toujours finalement pas ce que le bori. c'est. Enfin, Mais on a quand même voulu débuter sur le bori parce que c'est une figure du réel, puisque nous l'avons vraiment rencontrée dans le réel, et qu'elle est à la fois vraiment de l'ordre de l'inconcevable, puisque c'est encore sous ces patronages qu'est posé notre livre, de l'inconcevable, du disparate, de qu'est-ce est-ce un loup? Est-ce un chacal? Est-ce un handicapé? Est-ce... Très compliqué, je pense, pour l'auditeur. Alors, c'est vrai qu'inconcevable pour nous, esprits occidentaux, mais là-bas, apparemment, est-ce qu'il y avait beaucoup non. de monde à donner quelques soums, comme vous dites? Ah, quelques-uns, oui. Quelques-uns. Après, est-ce que les Ouzbeks avaient plus coutume de donner plutôt que des éventuels étrangers? Je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que en Ouzbékistan ou même en Asie centrale, nous n'avons vu qu'un seul bori. D'accord. Donc, vous avez dû donner quelques soums pour avoir accès au bori. L'équivalent de 1 euro. Voilà, l'équivalent de 1 euro. Non, alors, je crois que c'était l'équivalent de peut-être 50 centimes. Oui, en gros, puisque c'est c'était ça. l'équivalent Oui, c'est de un livre vendu à D'accord. Bangkok. Ouais, Donc c'est vrai que pour nous ça peut paraître une somme très modique, mais peut-être que pour les Ouzbeks ça représente son quand même. gagne-pain. C'était son gagne-pain. Donc voilà, l'auditeur, lui, il faudra qu'il achète le livre pour savoir ce qu'est un bori. Voilà. Et qu'il aille au Ouzbékistan, mais je pense que le bori. Ouais, ça coûtera moins cher d'acheter le livre. C'est ça. Alors quand on parcourt autant de pays, puisque entre Bangkok et Damas, vous en avez quand même parcouru quelques-uns, aux langues et aux dialectes divers,
comment on fait pour réussir à se faire comprendre et pour réussir à comprendre et à se faire comprendre de tous ces peuples. Bon, le langage des mains, mais bon, à un moment donné, il doit être un peu limité quand même. Entre nous, on avait coutume d'établir une sorte de définition disjonctive entre le touriste et le voyageur authentique. Je ne dis pas que les touristes sont des voyageurs inauthentiques ou fondamentalement dans l'erreur, mais il y a quand même une certaine différence entre quelqu'un qui prend l'avion pour passer une quinzaine de jours tranquillement dans un endroit donné et celui qui voyage, bourlingue, comme on dirait, et puis a une conception de l'errance un petit peu différente. Je pense que cette différence-là repose sur déjà un état de curiosité, mais aussi sur une notion d'effort. Si le touriste peut être défini comme quelqu'un qui recherche la tranquillité ou la paix ou le repos, le voyageur, lui, selon nous, aura tendance à privilégier l'effort et la difficulté, ou tout du moins l'apprentissage des choses, qui peut parfois être douloureux. La langue, par exemple, pour nous, participe de cet effort. C'est-à-dire qu'en arrivant dans une contrée donnée, en Thaïlande, ou alors en Chine, ou je ne sais pas où, en Syrie, pour nous, même pour un séjour limité, de disons un mois ou un mois et demi, ou parfois moins, la logique et même le devoir a été d'apprendre toujours des rudiments de langue, du thaï, n'importe quoi. Ça commence évidemment par les balbutiements, les salutations, les chiffres, les questions de base, et puis des localisations géographiques ou temporelles élémentaires, aujourd'hui, demain, là-bas, etc. Mais rapidement, déjà quand on est immergé vraiment dans une langue, qu'on l'entend à la radio, dans les transports, qu'on entend les gens parler autour de soi, on arrive à balbutier malgré nous presque, et à quand même établir des conversations qui bien évidemment ne pourront jamais être des conversations de l'ordre de la nuance et du détail, mais en tout cas à communiquer avec les gens. Et c'est une chose aussi qui passe donc par la langue. Les gens sont très heureux et touchés quand ils voient qu'on fait l'effort d'apprendre leur langue, et que pour nous c'est un honneur de la parler. Et petit à petit, donc, la conversation s'instaure dans une relation humaine où on voit que voilà, il y a un échange, un réel désir de connaître l'autre. Les gens deviennent souvent très hospitaliers et nous mènent de même dans leur monde, en fait. Dans que ce soit chez eux, ou nous raconter des choses, nous présenter leur famille, nous dire qu'est-ce qu'ils font, quel est leur travail, qu'est-ce qu'ils mangent, tout ce qui fait qu'on peut approcher. On ne pourra jamais approcher au fin fond cœur des choses, puisque avec une errance qui était aussi rapide d'une certaine façon quand même, qui cherchait l'absolu, mais néanmoins rentrer vraiment dans les peuples. Vous aviez ce qu'il faut pour pouvoir connaître un petit peu les gens, au moins entrer en communication avec eux, quoi. Oui. Alors, pour avoir des échanges, les principaux échanges les plus essentiels, en fait. Ça a été facilité en Asie par le fait qu'il y a quand même des lingua franca qui peuvent découper un petit peu le pays, l'ensemble du continent en certaines zones linguistiques. On a peut-être appris les chiffres en ouzbek ou en turkmène, ou je sais pas, ou en hindi, ou en géorgien, bref. Mais ça a été facilité par le fait que tout le sous-continent indien, par exemple, est une ancienne colonie anglaise. L'anglais est très pratiqué, donc c'est toujours facile d'utiliser l'anglais quand même en supplément d'un apprentissage particulier de telle ou telle langue. Et pareil pour l'Asie centrale, c'est le russe qui fait office de lingua franca. Donc apprendre le russe ou se tourner vers le russe, c'est certes passer à côté de la véritable âme ouzbek, mais c'est quand même toujours... ça dépanne. C'est un vecteur, c'est une langue internationale. Voilà. Oui, pour la région. Voilà, quoi. oui.
Et au final, ça vous fait combien de langues à peu près que vous avez mâchonné comme ça Dans les 12 ou 13 000. Non. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, quand on est sur place, que l'on vit dans un lieu donné, entouré par l'atmosphère, où la langue flotte d'une façon un petit peu transparente ou invisible, et en faisant l'effort nous-mêmes d'apprendre, on parvenait bien à avoir un niveau qui était très basique, mais correct. Par contre, une fois le pays quitté, on a tout oublié. Ces choses-là sont très versatiles. Voilà. D'accord. Impossible, enfin, peut-être qu'on pourrait re-rentrer dans les langues, mais ça demanderait quand même un petit réapprentissage. Mais on a pu prononcer des mots d'ouzbek qu'on ne sait plus aujourd'hui. Ouais. Alors, vous confirmez la théorie de la gymnastique, plus on apprend de langue et plus l'apprentissage d'une nouvelle est facile finalement. Oui, bien sûr. Et plus on pratique la langue dite et plus elle reste. Et l'immersion, facilite énormément le travail d'apprentissage finalement. Mais l'apprentissage d'une langue, c'est un élan vers l'autre. Donc, à partir du moment où on a cet élan, il est possible. Même si l'alphabet n'est pas le même. Alors après, il y a des langues qui sont plus difficiles que d'autres pour nous, par exemple les langues tonales, ou bien il y a des langues qui n'ont pas du tout la même structure que nos langues indo-européennes, donc on y rentre plus difficilement. Mais si on a l'élan, on peut quand même y accéder. Parce qu'en Asie du Sud-Est, les langues sont complètement différentes des nôtres, quoi. Oui, tout à fait. Il y a le thaï, le lao, le viet, le malais, le mandarin. Et tout ça, elles sont vraiment très très différentes les unes des autres. Oui, très différentes. Ça dépend. Par exemple, le malais est très différent des langues tonales sud-asiatiques, mais le lao s'apparente au thaï. Oui, mais ne serait-ce que par exemple en Inde, il y a énormément de langues nationales. Et même les Indiens eux-mêmes, par exemple, qu'ils soient du nord ou du sud, pour parler ensemble et pour se comprendre, utiliser l'anglais. Parce que pas tout le monde, l'hindi n'est pas nationalement il n'y a pas utilisé. Une langue nationale, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un pays qui est bilingue, puisque l'anglais est aussi utilisé pour surmonter cette multiplicité des langues locales, qui est une richesse, mais qui peut aussi empêcher que les gens communiquent entre eux. Parce qu'il y a une centaine de dialectes, j'imagine, en Inde, quoi. Je sais que sur les billets, sur les coupures de roupies, il y a une bonne moitié du billet qui est consacré à écrire roupie dans toutes les langues du pays. Avec des alphabets. Du pays. Oui, avec des alphabets différents. Avec des alphabets qui vont du tout au tout. Donc en Inde, particulièrement, on n'avait pas réellement de scrupules à utiliser l'anglais tout en faisant des efforts pour réussir à décrypter les différents alphabets. Mais même les Indiens eux-mêmes utilisent l'anglais pour se comprendre les uns les autres, quoi. Bon, bien écoutez, on va se dire à demain. Avec plaisir. On va continuer la poursuite de la découverte de ces contrées qui sont quand même très exotiques pour nous. Avant un petit peu de lecture, et je vous dis à demain. À demain. Anne et Laurent Champmassard, libraires envolés. Partir, évidemment. Mais que faire de ces amas de briquettes blanches déballées 3 mois plus tôt des bardas militaires dans quoi elles avaient été apportées à Bangkok? Que faire de cet ensemble autrement nommé le stock, les merveilleux livres contenant les merveilleuses histoires, les témoignages et les mensonges, les faits et les idées, et les bêtes, bestiaux et bestioles, les animalcules et les bestiaires? Que faire de tous ces bons livres, rassemblés pour le plus grand plaisir d'une clientèle qui n'aura jamais existé? Le concierge, comme tous les tailles, était gentil. Il accepta de prendre en dépôt le stock, qu'il plaça près des lave-linges dans une salle vide. Le lendemain, s'il n'était pas là quand on partirait, il faudrait laisser les clés dans son bureau, les accrocher à côté de la chaise, sous la photographie affiche qui regroupait toutes les têtes couronnées du monde parmi celles qui avaient pu venir quelques années plus tôt au Palais Royal de Bangkok, à l'occasion des 60 ans de règne de Rama IX.
Ce à quoi on répondit que c'était compris, et que c'était gentil, et que de toute façon, on reviendrait bientôt, dans pas longtemps, pour tout récupérer. 3 heures plus tard, dans une gare routière de banlieue, un bus peint en bleu clair partait vers le nord, un engin familial, la propriété d'un couple qui vivait à l'intérieur et qui faisait sans discontinuer l'aller-retour entre Bangkok et la frontière laotienne, dans le Triangle d'Or, à 900 km au nord. Un trajet qui durait 2 jours. Le mari conduisait, la femme s'occupait des tickets qu'elle vendait au maître. 1 centimètre de ticket équivalait à 10 km, de sorte que notre ticket mesurait 2 mètres. Un bébé dormait dans le berceau installé derrière le conducteur. Toutoumi, visiblement ravi de la nouvelle aventure qu'on lui faisait courir, fut admis à monter dans cette maison roulante dont les portes, puisque les propriétaires étaient sans cesse à l'intérieur, avaient été enlevées. Et c'est ainsi que ce voyage commença, si lentement que l'intégralité de l'extérieur avait le temps de rentrer dans le bus et d'en ressortir, si lentement que la babine de Toutoumi, lorsqu'il se postait à la fenêtre, ne vibrait pas. Il respirait le dehors, le monde entrait dans sa truffe craquelée, par où l'odeur devait s'étendre en capillarité vert-jaune dans son imaginaire. Le bus longea le fleuve Ping pour monter peu à peu vers les montagnes du Triangle d'Or, où les éperons dorés des toits sacrés se perdent au sein des brumes denses. Le lendemain soir, c'était le Mékong, qui marque la frontière avec le Laos. Mais Toutoumi, avisant dans la campagne un temple où quelques bonzes vivaient en ermitage, on songea qu'il aurait été très difficile d'emporter le pauvre aveugle plus loin. Surtout, cette vie de bourlingage perpétuel n'était pas du tout propice à son bonheur. Toutoumi aspirait au repos et à la paix, tout comme les bonzes qui vivaient ici, auxquels on expliqua son cas et qui ne firent aucune difficulté pour l'accepter dans la communauté. Le temple de Wat Satan possédait à temps plein 3 ou 4 chiens qui s'incrustaient et s'en allaient à leur guise. Toutoumi intégrerait le groupe, voilà tout. D'ailleurs, il semblait déjà parfaitement à l'aise. Ayant rapidement fait la connaissance des autres, il batifolait comme à Talatnoï, et quoiqu'aveugle, il n'avait pas été long à trouver l'endroit où se distribuait la nourriture. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.